Bonjour à tous. Donc, notre sujet de la journée, c'est le mal de l'entreprise française. Alors, le mal de l'entreprise française, c'est la solitude du dirigeant. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le conseil d'administration ne serait-il pas la solution à ce problème? Donc, pour répondre à la question, nous recevons Jean Dulac, consultant et administrateur indépendant, Régis Lefebvre, dirigeant et futur administrateur indépendant, Jérôme Ayos, qui est directeur associé de la fiduciaire CMSCO et administrateur indépendant, Dominique Delmas, directeur EIC et administrateur du groupe Saretec, François Ribaud, manager de transition, direction générale d'association et entreprise de l'ESS. Voilà, merci à tous. Et donc, je démarre sur la première question. On va commencer par les définitions. Qu'est-ce qu'un administrateur? Quelle est la différence entre un administrateur indépendant et un administrateur salarié? Quel est le rôle du conseil d'administration? Voilà, peut-être quelques autres remarques pratiques. Donc, je ne sais pas, qui est-ce qui veut démarrer? Régis, peut-être? Oui, alors je vais revenir d'abord sur un peu la structure de gouvernance d'une entreprise de manière très très rapide, avec trois niveaux qui sont importants. Le niveau des dirigeants de l'entreprise qui ont le pouvoir exécutif opérationnel, et ce mot opérationnel managérial est important. On a le niveau juste au-dessus qui est le niveau des conseillers des administrateurs, dont on parle maintenant, qui ont un pouvoir de surveillance. Je reviendrai un petit peu sur leur rôle. Et le niveau des actionnaires qui ont le pouvoir un pouvoir dit souverain et qui vont nommer les administrateurs. Donc on a bien trois niveaux, le niveau des actionnaires, je le reprends dans l'autre sens, le niveau des administrateurs conseillers et le niveau des dirigeants. Sachant que tout ce qui est gouvernance concerne la partie administrateur et actionnaire et ne rentre pas dans une partie managériale. Donc on a bien ce niveau très stratégique de la gouvernance. Donc, au niveau de l'administrateur, qu'il soit indépendant ou institutionnel, en fait, il assure que l'exercice du pouvoir exécutif, donc de la direction générale, est compatible avec l'intérêt général de l'entreprise, sa pérennité et sa performance durable. C'est quelque part un garant. D'accord? Donc, ils assurent quelque part la continuité de l'entreprise en validant en dernier ressort et de manière collégiale son orientation. D'accord? Et en donnant une légitimité pardon, à ceux qui en décident. Donc il y a vraiment ce niveau intermédiaire entre des actionnaires et, on va dire, le côté managérial et opérationnel. Euh, ce rôle de l'administrateur, pour l'instant, il y a des administrateurs institutionnels qui sont régis par la loi, par des bonnes pratiques également du MEDEF, qui peuvent être une personne physique ou morale. Et donc ça vient de la structure d'entreprise SA avec un conseil d'administration ou un conseil de surveillance. À côté de ça, on a l'administrateur indépendant, quelque part va avoir le même rôle qu'un administrateur institutionnel, mais cette fonction n'est pas réglementée. Donc c'est bien la différence qu'il faut bien noter, et dans lequel et qui nécessite. Alors dans un cas, l'administrateur institutionnel peut être actionnaire de l'entreprise. Dans l'autre cas, l'administrateur indépendant est indépendant. Donc il n'y a aucune relation avec l'entreprise dans laquelle il s'investit. Voilà sur ces quelques mots pour expliquer un petit peu le niveau de l'administrateur, institutionnel ou indépendant, et son rôle un petit peu de garant dans la démarche de l'entreprise et dans les actions opérationnelles qui sont menées au niveau stratégique. Est-ce que vous avez des remarques peut-être non? Compléter, non. Bon. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la question d'après. Donc, je suis un dirigeant, un conseil d'administration. À quoi cela me sert-il? Donc, qui veut répondre à cette question? Jean Dulac? Ça sert, bon, déjà en suivant les définitions que Régis vient de nous donner, ça sert à contrôler et à valider les grandes étapes de l'entreprise, soit la publication de ses comptes et les grandes étapes de décision que
que prend l'entreprise, que ce soit d'investissement, que ce soit de, de ressources humaines, de recrutement de cadres supérieurs, des choses comme ça. Et ça sert donc à appuyer et contrôler le dirigeant de l'entreprise dans l'intérêt de ses actionnaires. D'accord. Mais alors, moi, dirigeant, et finalement, est-ce que je dois avoir peur du conseil d'administration, puisqu'appuyer et contrôler, bon, contrôler, c'est pas très sympathique. Ça dépend, ça peut être extrêmement sympathique, parce que peut me permettre de ne pas faire des erreurs importantes. Donc, est-ce qu'un dirigeant a intérêt à avoir un conseil d'administration? Moi, je pense un dirigeant a intérêt à avoir un conseil d'administration, parce que ça lui permet d'avoir plusieurs têtes qui réfléchissent aux grands sujets que se pose le dirigeant et aux grandes décisions à prendre. Et ça lui permet, oui, de confronter les avis et d'avoir des décisions plus collégiales que s'il est tout seul. Et en quoi est-ce utile à l'entreprise, cette fois-ci? Alors, je suis pas le seul à répondre à tout ça, mais c'est utile à l'entreprise parce encore une fois, cela permet d'exercer cette fonction de contrôle. Donc ça, c'est véritablement intéressant pour l'entreprise et ça permet d'avoir des décisions sur les gros sujets, que ce soit encore une fois investissement, recrutement ou quoi que ce soit, euh, qui sont prises avec plusieurs avis compétents, puisque les administrateurs doivent être recrutés en fonction de leurs compétences. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter à tout ça? Donc, intérêt pour le dirigeant, intérêt pour l'entreprise. Je sais pas, qui est-ce qui veut prendre la parole éventuellement? Ouais, je veux bien l'apporter. Moi, je suis un jeune administrateur, hein, je boucle mon premier exercice dans 15 jours avec notre assemblée générale. Euh, ouais, ce que je vois, c'est que la prise de décision pour un dirigeant, elle est de plus en plus complexe. Et j'ai plutôt l'impression, en tout cas c'est ce qui se passe chez nous, que le conseil d'administration est une aide précieuse à la prise de décision, c'est-à-dire à bien évaluer les orientations et les décisions qu'on va prendre. Donc ça, je pense et c'est l'orientation qu'a de prendre de plus en plus notre conseil d'administration, c'est vraiment cette prise de décision collective. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une question de maturité des administrateurs. On n'a pas trop parlé. Je pense que tous les administrateurs ne se valent pas, tous n'ont pas la maturité. Donc il y a peut-être une notion, moi, qui me paraît importante, c'est quand on devient administrateur, est-ce qu'il faut pas, il faudrait pas former, encadrer, expliquer, orienter, éclairer au début, parce que c'est pas un métier, enfin c'est pas une fonction plutôt naturelle, même si enfin on a peu d'expérience, voilà. Je sais pas si vous avez des retours là-dessus sur comment on devient finalement administrateur pour être utile. Alors justement, peut-être question, donc un administrateur, c'est quoi finalement, bon, c'est peut-être bon pour l'entrepreneur, mais il faut aussi qu'il choisisse le bon administrateur, quoi. Donc ça ressemble à quoi un bon administrateur? Faut-il le former déjà? Alors, oui. Moi, je pense que oui, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a des expériences de direction d'entreprise ou de différents postes de cadres dirigeants dans des entreprises. Et je pense qu'effectivement, enfin, la formation, la grande majorité des administrateurs, bon, ils ne sont pas formés, mais une formation est souvent très, très positive sur la manière de conduire les conseils d'administration, sur euh, ce qui est attendu d'un administrateur
Donc oui, si, s'il y a un choix possible, bon, je pense que la formation est très utile. Bon. Si je peux me permettre d'intervenir, Mm. euh, il y a de plus en plus de formations à l'attention des administrateurs et je pense que c'est une fonction qui va de plus en plus se professionnaliser. Et par rapport à la question d'avant, je trouve aussi, je vais dans le même sens de ce qui a déjà été dit, dans le sens, le rôle de l'administrateur aussi, dans le sens d'un support et des conseils aux dirigeants de l'entreprise. Ouais. Alors, autre question pratique peut-être. Moi, je suis un dirigeant. euh, je veux monter un conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Ça me coûte combien? Ça va me prendre combien de temps? Il faut que j'en organise combien? Comment je recrute? Enfin, voilà, des choses pratiques, quoi. Voilà, je veux démarrer. Est-ce que vous pouvez mettre le pied à l'étrier? Je sais pas, qui veut y aller? Jean Dulac, comment on démarre peut-être? Euh, Bah, ça va dépendre des entreprises et des besoins, mais en gros, il faut que le conseil d'administration couvre toutes les grandes fonctions de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va de tout ce qui est comptabilité, certification des comptes, après euh, après le travail des exécutifs, jusqu'aux décisions d'investissement, comme je disais, des décisions de recrutement, les décisions stratégiques, où l'entreprise doit-elle aller. Et donc, ça va dépendre du stade de développement, du stade de l'entreprise, de la volonté des actionnaires d'aller vite, loin ou pas loin, enfin, de leur volonté de stratégique pour l'entreprise. Et à ce moment-là, très souvent, le recrutement est fait par capillarité, c'est-à-dire par connaissance et par recrutement naturel. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus des cabinets de recrutement qui se sont lancés sur ce marché des administrateurs et donc à qui on peut s'adresser pour recruter les membres du conseil à venir. D'accord. Alors, il y a combien de conseils d'administration par an et combien d'administrateurs en général? Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus? Bah, je crois que moi je suis pas très spécialisé dans la législation française, mais je crois qu'en France c'est entre 3 et 10 conseils par an. Et pareil, et le nombre d'administrateurs va être à peu près la même chose, d'ailleurs, entre 3 et 12 je crois, c'est tel que fixé par la loi. Euh, mais encore une fois, je pense, enfin, moi, tout ce qui est, tout ce qui est administratif et règles, c'est très bien. Ce qui est important, c'est d'utiliser le conseil d'administration euh, comme un outil dynamique, c'est un outil de direction. Le conseil d'administration doit être conçu comme un organe qui va améliorer la direction des opérations et la direction euh, et le détachement du, des préoccupations journalières et avec une vue plus long terme et plus stratégique de l'entreprise. Alors justement, c'était un peu une question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a des pièges à éviter? C'est-à-dire, parce que là, finalement, cet outil dynamique, c'est pas forcément ce qu'on a en tête. Quand on voit les conseils d'administration, je sais pas quoi, de Total, de choses comme ça, bon, ça fait pas tellement, enfin, on n'a pas l'impression, vu de l'extérieur, que c'est. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des pièges? Alors, peut-être Jean encore. Bah, les pièges à éviter, c'est justement les pièges dans lesquels, enfin, qui sont pas vraiment des pièges, mais qui sont des choses conscientes pour ces grandes entreprises du CAC 40, c'est d'avoir en fait des carnets d'adresses dans son conseil d'administration
Alors ça peut être une bonne chose parce qu'effectivement, si on compile les carnets d'adresses de tous les différents administrateurs, ça peut donner des accès rapides à des gens ou à des entreprises. Et donc ça peut être bénéfique pour l'entreprise. Mais ça peut aussi être des chambres d'enregistrement, un peu comme on décrit en politique, où les administrateurs sont là pour signer au bas de la page ce que veut le dirigeant, le directeur général ou le président du conseil, sans trop apporter de réflexion et de contestation, sachant que le président de ce conseil d'administration va se retrouver membre de conseil d'administration des administrateurs qui sont là. Et donc, c'est une espèce de jeu de bonne dos qui fait que je t'embête pas trop dans ta gestion, mais toi, tu m'embêtes pas trop quand tu seras administrateur de ma boîte. Donc ça, je pense que surtout pour ce qui nous importe, nous, qui sont plutôt des PME et plutôt que des grosses entreprises, je pense que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber parce que du coup, on annule un des bénéfices principaux du conseil d'administration, qui est cette diversité d'opinions et d'expériences qui permet d'améliorer les prises de décision. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, c'est finalement un outil dynamique qui force peut-être le dirigeant à donner le meilleur de lui-même, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, il va un petit peu le déranger quand même, gentiment, mais qui n'enregistre pas simplement ses décisions. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les dangers que vous avez constatés, vous, dans vos expériences d'administrateur? Pour ma part, ce que je peux dire effectivement, c'est je ne veux pas, sans parler de danger, mais disons, si l'administrateur a un rôle très passif, du coup, on ne voit pas trop l'intérêt de la fonction. Donc, comme disait Jean, il faut pouvoir un petit peu s'exprimer et puis donner son point de vue. Voilà, il y a un côté échange et puis des fois, un petit peu de mettre les pieds dans le plat. D'accord. Alors, moi, vous m'avez parlé de formation des administrateurs et je voulais savoir ce qu'on apprenait dans la formation, justement. Alors, il se trouve que voilà, on a Régis qui est justement en train de se former, qui est un dirigeant qui est en train de se former à l'administration. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, en général, là, les différentes formations qui sont proposées sont des formations qui durent autour d'une dizaine de jours. Il y en a plusieurs qui sont proposées par l'EM Lyon, celle que je suis en ce moment, par Sciences Po, par le SCP. Donc, il y a maintenant plusieurs formations qui sont proposées. Euh, pardon? Je dis par l'INSEAD pour certains d'entre nous qui en font partie. Et donc, on apprend déjà la structure d'une entreprise. Je parlais tout à l'heure de la structure de gouvernance. Et ça remet un petit peu, en tout cas en droit français, comment est organisée une entreprise en droit français. Et ça permet, enfin, dans ma promotion, beaucoup de gens sont dirigeants et on s'aperçoit, moi le premier, que finalement, on connaissait assez peu la structure de gouvernance d'une entreprise au sens large. Donc ça permet de remettre un petit peu les choses d'aplomb. On apprend aussi le rôle, les rôles et responsabilités. On parlait tout à l'heure de l'administrateur institutionnel et de l'administrateur indépendant. On a abordé toutes les fonctions, les risques, opportunités. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les formations, en tout cas dans celle que je suis. On apprend aussi, on se remet un petit peu en cause personnellement pour mieux comprendre sa personnalité et prendre la bonne posture de l'administrateur indépendant qui n'est plus dans un rôle managérial, mais dans un rôle d'accompagnement et très stratégique. Donc, pour éviter de dire aux dirigeants, moi je ferai comme ça. Voilà. On apprend aussi tous ces réseaux de recrutement et à se faire recruter, notamment. Voilà, et il y a aussi une partie jeu de rôle qui est organisée pour justement nous aider à prendre
la bonne posture qui, pour des gens opérationnels comme je le suis, n'a pas eu l'habitude forcément d'y être confronté. Dernier petit point quand même, on a une excellente conférence sur la gestion de crise en conseil d'administration parce que, enfin, dans ce qui nous a été expliqué, le rôle des administrateurs, quand on arrive dans une situation de crise d'une entreprise, change un peu et devient plus opérationnel et plus impliqué dans l'opérationnel, puisque là, on est on passe d'un temps long de l'administrateur indépendant à un temps très court pour chercher la pérennisation de l'entreprise et à sa survie quand c'est le cas. Bien, ben merci. Donc, après cette introduction, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des cas un peu décalés pour voir un peu comment ça se passe. Donc, commencer avec Dominique Delmas, qui est donc administrateur et directeur entreprises et collectivités du groupe Saretech. Donc, la question que je voudrais lui poser, c'est le rôle du conseil d'administration dans un groupe possédé par ses salariés, en fait. Donc, c'est une société assez importante, hein, puisqu'elle fait 200 millions de chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc le conseil d'administration non seulement élit le dirigeant de l'entreprise, mais aussi est partie prenante de la gestion de la dite entreprise. Donc Dominique, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ouais, c'est vrai que c'est une entreprise particulière parce qu'elle appartient à ses salariés. Juste pour donner quelques éléments, je crois que sur 1750 salariés aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de 50% des salariés qui sont actionnaires, donc qui élisent les membres du conseil d'administration, qui lui-même élit le PDG. C'est une boîte qui a 45 ans à peu près. Euh, c'est surprenant parce que ce conseil d'administration, c'est une espèce de mix. Il y a beaucoup de biodiversité puisqu'on peut avoir absolument toutes les fonctions de l'entreprise potentiellement représentées au sein du conseil d'administration, bien que dans la réalité, c'est une des difficultés qu'on a d'ailleurs, c'est qu'il y a des blocages qui sont mis, mais pas par l'entreprise. Je pense que c'est à titre individuel. Par exemple, des dernières élections, on n'a eu aucune candidate féminine. Donc ça nous a complètement bluffé en disant mais comment ça se fait? Voilà, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc on a aujourd'hui une seule femme au conseil d'administration pour 13 personnes. Voilà, donc il y a un sujet là-dessus. Et puis aussi je pense que il y a des fonctions qui se privent de ça en disant si je suis qu'une petite assistante, j'ai pas ma place au conseil d'administration. Voilà. Donc on revient après sur la formation effectivement des administrateurs. Voilà pour Saretech. Après, euh, je pense, alors comme je disais, ça fait 1 an seulement que je suis là, mais je pense qu'il y a une question de maturité aussi du conseil d'administration qui est assez importante, parce que c'est pour ça que je parlais de formation tout à l'heure. Plus le conseil d'administration a des membres aguerris ou mature, je ne sais pas comment dire, plus ça rend le conseil d'administration performant pour effectivement assister le PDG, parce que je pense qu'il y a une prise de décision assez collégiale chez nous. Je peux vous donner un exemple. L'année dernière, au mois de septembre, on a fait une sorte de mini-séminaire du conseil d'administration pour décider si on allait dans la démarche d'entreprise à mission, que vous connaissez sans doute. Voilà, donc la décision a vraiment été collective après un long séminaire là-dessus. Et donc là, après cette prise de décision du conseil d'administration, il y a toute une avancée assez collective pour mettre en place cette démarche qui vient quelque part un peu modifier, voire beaucoup la gouvernance, puisque l'entreprise à mission, je pense que vous le savez, hein, on change les statuts de l'entreprise, enfin, on les modifie en tout cas, on les fait évoluer. Et donc après, on introduit une instance de gouvernance qui est le comité à mission et qui est structuré avec des parties prenantes. C'est-à-dire que nous, on va avoir 6 parties prenantes externes, et deux salariés du groupe dans ce comité qui a un rôle assez important pour justement suivre cette mission, l'évaluer, interroger le conseil d'administration, etc., etc. Voilà.
Donc ça, et ça a été une prise de décision assez collective avec un conseil d'administration après qui est allé présenter à toute l'entreprise cette démarche-là en disant, bah, voilà pourquoi on le fait, voilà la démarche. Et puis, bah, notre assemblée générale qui a lieu le 16 juin, vous devrez voter en votre âme et conscience sur ce projet-là. Voilà. Sinon, que vous dire, on a parlé de posture, effectivement. Je pense que la notion de posture, quand on est dans un conseil d'administration, est importante chez nous. Parce que moi, voilà, on peut être salarié, on peut être assistant, expert, directeur. Mais quand on est au conseil d'administration, il faut un peu déposer cette casquette-là et puis se mettre dans la peau d'un administrateur. Donc, je pense pour moi, il y a un exercice à faire, quoi, voilà, d'élargir le champ, de sortir un peu de cette peau-là. Et puis, Jean a évoqué un outil dynamique. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a cette maturité-là et que ça fonctionne bien, c'est un formidable outil dynamique pour répondre pour moi à un objectif aussi quand même majeur qui est d'accompagner la prise de décision dans des situations qui sont de plus en plus complexes. Voilà. Bien, ben merci beaucoup. Donc, on va passer à François Ribaud. Là, c'est un autre monde, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, le conseil d'administration économie sociale et solidaire, un conseil d'administration est critique, hein, c'est fondamental. Donc, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques de l'économie sociale et solidaire? Christophe, excuse-moi, je voudrais juste faire 2 remarques Oui. Oui. avant qu'on aborde ce sujet. Je pense que c'est pas véritablement, ça va pas accompagner la décision du dirigeant, mais c'est prendre des décisions. Le conseil d'administration prend des décisions. Il s'impose au directeur général. Et ça doit être une prise de conscience des membres du conseil d'administration. Ils sont pas là juste dans un rôle de conseiller. Ils sont là dans un rôle d'organe de direction, de l'entreprise. Et après, je voudrais juste appuyer le fait que la formation, il y a aussi une formation interne du conseil qui doit apprendre à fonctionner. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. Et donc avoir un président qui sache présider son conseil et donc ne pas perdre de temps, mais avoir suffisamment de temps pour débattre des questions. On voit toutes les problématiques au niveau politique à l'Assemblée nationale en France aujourd'hui, où tout est fait pour que ça fonctionne pas, et que les décisions soient balancées d'en haut, et il faut vraiment pas que ça se passe comme ça. Et après, oui, un bon respect des différences culturelles, des formations et de positions, comme il était dit juste avant, de chacun, comme rouage de ce conseil qui va bien ou mal fonctionner suivant ce respect et cette considération des avis de l'autre. Voilà. Bien, merci pour cette intervention. Donc, justement, François Ribaud, donc, dans l'économie sociale et solidaire, le conseil d'administration est particulièrement important. Donc, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Comment ça se passe et quels sont les enseignements intéressants? Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, puisque d'une manière générale, on va parler de manière très générale. Alors, l'économie sociale solidaire, on n'est pas dans un métier, on n'est pas dans le champ social, on est dans un mode d'organisation d'entreprise. On est notamment avec un lien qui est une démocratie, une entreprise avec une démocratie dedans, et le conseil d'administration est l'instance de la démocratie, enfin d'un élément important de démocratie, notamment en termes de décision. Ce que disait Jean tout à l'heure, c'est bien le conseil d'administration qui prend les décisions. Alors, pas les décisions quotidiennes, opérationnelles, management, etc., mais qui prend les décisions, qui valide, qui oriente, etc., et qui suit les propositions. Néanmoins, un conseil d'administration, il est dans les instances. Alors, pardon, je reviens. Il n'y a pas d'économie sociale solidaire s'il n'y a pas de conseil d'administration. S'il n'y a pas effectivement une adhésion
alors soit des sociétaires, soit des adhérents, cette notion de double qualité aussi qui peut se poser dans ces entreprises. Je rentre pas trop dans les détails. Donc, il faut qu'il y ait une assemblée générale. C'est bien l'assemblée générale qui élit son conseil d'administration. Et c'est bien le conseil d'administration qui va donner les mandats aux représentants légaux de l'association, que ce soit le président, ça peut être le trésorier, etc. Donc, cette instance-là est effectivement importante. C'est ce principe aussi, dans l'économie sociale solidaire, en tout cas, on est bien sur le principe d'un homme, une voix. Donc, c'est pas en fonction de ce qu'on peut apporter ou qui on représente, mais c'est effectivement bien le fait qu'il y a une personne et qui correspond à une voix. Donc ça, c'est cet élément du conseil d'administration, son rôle, sa justification et ce qui en fait ce qui fait économie sociale solidaire. Dans la réalité, alors la question comment ça se passe, on pourrait dire bah ça se passe bien vu le nombre d'entreprises qu'il y a. Alors on se rappelle dans l'économie sociale solidaire, ce sont alors par ordre chronologique, hein, ça a été les mutuelles en premier, et qui pour un certain nombre existent, qui ont beaucoup changé forcément. Ce sont les coopératives, ce sont les associations, les fondations. Dans le lot, pour les associations, c'est où moi je suis un peu plus spécialisé, c'est 1 500 000 d'associations en France. Donc pour noter la variété de situations, et dans ces 1 500 000, il y en a 200 000, 250 000 qui sont employeurs. Donc beaucoup de structures fonctionnent que sur du bénévolat. Donc ces réalités sont multiples et que ça implique des modes d'organisation qui colorent cette démocratie et la place du conseil d'administration. Il y a des conseils d'administration qui sont extrêmement institutionnels, carrés, etc., et qui sont très clairement des chambres d'enregistrement. Il y en a d'autres où ce sont des espaces d'engagement un peu ultimes pour des gens qui ont milité dans l'association, dans une coopérative, etc., et qui se retrouvent en position de dirigeants. Donc, un conseil d'administration, ce sont des dirigeants qui sont, pour beaucoup, bénévoles, et qui ne sont pas rémunérés pour leur situation. Donc, c'est un peu cette situation particulière. Il y a, alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? On pourrait dire d'une manière générale, ça fonctionne dans l'ensemble. Il y a des mouvements qui évoluent, donc il y a entre autres dans les situations problématiques actuelles, le fait qu'il y ait des mouvements de regroupement d'absorption importantes, on l'a vécu dans les mutuelles, dans les coopératives, dans les banques. Alors, il y a des banques coopératives qui font partie de l'économie sociale solidaire. Il y a beaucoup de choses dans le secteur santé, sanitaire, santé, médico-social, etc., où les regroupements sont poussés. Je ne vais pas rentrer sur l'ensemble, mais ça veut dire que ça renforce des mégastructures, des grosses structures sur lesquelles, effectivement, la place du conseil d'administration devient très institutionnelle et c'est sûrement moins un espace d'engagement où se retrouvent des personnes. Ce qui pose la question, comme ça vous le posiez pour les entreprises, la question de la formation qu'il peut y avoir de la formation, de l'immersion, de la préparation de ces administrateurs. Il y a le poids des financeurs, notamment dans tous les secteurs où il y a on rentre dans les politiques publiques. Je reprends l'exemple de la santé, etc. Mais il n'y a pas que là, dans l'agriculture, il y en a, dans la culture, il y en a, etc. Et tout particulièrement de l'État ou des collectivités qui ont une emprise souvent dans ces conseils d'administration, qui les instrumentalisent parfois, ou à l'inverse, qui effectivement peuvent les sanctionner en rappelant que c'est bien eux qui sont les responsables, les dirigeants de la structure. Et généralement, quand ça se passe comme ça, les administrateurs découvrent quelle est leur vraie fonction et que ils le découvrent de manière un peu douloureuse. Et la difficulté de faire vivre des conseils d'administration, c'est à la fois, ce sont des administrateurs, dirigeants, ils sont responsables, mais ils ne le savent pas forcément toujours. Leur recrutement est, on va dire, ambigu, c'est-à-dire que d'une manière générale, on s'est engagé, on a adhéré à une structure, on prend des responsabilités et puis on termine un peu au conseil d'administration, voire éventuellement dans une fonction avec un mandat, mais en même temps pour lequel on n'est pas recruté pour
sa compétence et son savoir-faire de dirigeant. On est souvent parce qu'on vient donner un coup de main et puis au fil en aiguille, on se retrouve dedans. Il y a une véritable absence de formation et pour lequel il n'y a pas de dispositif qui existe très souvent, à part ce que font les fédérations. Il y a des structures qui sont regroupées, des grosses fédérations. Alors, ça peut être dans les coopératives, dans les associations individuelles, qui ont leur propre schéma de formation, mais il n'y a pas vraiment, comme il peut exister pour les administrateurs indépendants, de cycle de formation reconnu, etc. Et la question, ça serait de savoir qui d'ailleurs les finance. Et l'autre point, c'est la question qu'il peut y avoir dans les modes de recrutement qui sont faits de plus en plus par cooptation, mais dont on s'aperçoit actuellement qu'ils deviennent compliqués, notamment avec, suite à la Covid, a accéléré un peu ces questions d'engagement et sur le fait qu'effectivement, de se retrouver et de s'engager dans des structures en travaillant, en étant à distance, etc., ou en se remettant dans des groupes, des collectifs, pose quelques questions et rendent les recrutements difficiles. Il y a beaucoup d'associations qui sont menacées actuellement, voire quelques coopératives, parce qu'il n'y a plus d'administrateurs. Il y a un président qui reste, mais qui aimerait bien en quitter, etc., et qui n'y arrive pas. Voilà, et dans les pistes de pistes qu'il pouvait y avoir, il y avait cette question de comment on peut engager recrutement et formation avec quelques expériences qui ont été menées où on recrute des administrateurs par petites annonces à la limite et où on les forme et après ils se positionnent pour être candidats. Mais ce sont des choses encore très très marginales et il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. Donc voilà très très rapidement. Je n'ai pas complètement répondu à la question de l'enseignement pour les entreprises, mais en sens ça, être administrateur ou dans ces structures-là, le fait que ce soit une obligation, il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce qu'il en faut ou il n'en faut pas. De toute manière, il faut un conseil d'administration. Et en fait, on s'aperçoit que d'une manière générale, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça amène des instances, des lieux de travail en équipe, d'engagement aussi, et de pratiques d'instances de décision collective. C'est ça qui est sûrement important et c'est pas une seule personne qui décide, c'est bien un collectif. J'espère pas avoir été trop long. Non, merci beaucoup. Non, non, c'est très bien. Alors, on arrive dans un monde exotique puisque c'est la Suisse, hein, donc avec Jérôme Ayos, et donc qui va nous parler en fait de la fiducie et de la fiduciaire suisse. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Quel est le métier? Et exemple d'intervention. Alors, Jérôme, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Voilà, donc moi je suis dirigeant d'une société fiduciaire basée à Genève. On emploie une petite dizaine de personnes et je suis également administrateur à titre fiduciaire de plusieurs sociétés suisses. Alors, je sais que le concept de la fiduciaire, de la fiducie, existe aussi en droit français, mais peut-être pas tout à fait selon les mêmes modalités qu'en Suisse. Étymologiquement, le terme fiduciaire provient du mot confiance. Donc, la fiducie, c'est une relation contractuelle entre le fiduciaire et le fiduciant. Le fiduciaire, il agit et gère en son nom propre des affaires ou des actifs qui lui sont confiés par le fiduciant. Il agit pour le compte et dans l'intérêt du fiduciant. Et la fiducie, elle est généralement encadrée par un contrat fiduciaire ou un contrat de mandat. Donc, une société fiduciaire, elle propose ses services à des entreprises ou à des particuliers, à des entrepreneurs, afin de les accompagner dans les domaines comptables, fiscal, légal et administratif. Donc, les métiers, les services de notre société consistent en la création de sociétés, leur domiciliation. On propose des administrateurs à titre fiduciaire. On s'occupe de l'ouverture et de la gestion des comptes bancaires, des paiements, de la tenue de la comptabilité, de l'établissement des fiches de salaire du personnel ou d'autres services RH, des préparations des audits des comptes financiers et des déclarations fiscales et sociales. Nos compétences sont de l'ordre du généraliste dans les domaines de l'administration,
l'organisation, la fiscalité, la réglementation comptable et le droit des sociétés. Quand on atteint nos limites, on fait appel à des spécialistes du domaine concerné, par exemple des avocats, un fiscaliste, etc. Donc, dans le cadre de nos mandats d'administrateur, on a un rôle d'accompagnement et de conseil auprès de nos clients, parfois de mise en garde aussi, afin d'éviter autant que possible les écueils que l'on peut rencontrer, soit par ignorance des règles et lois en vigueur, soit par négligence. En tant qu'administrateur, on peut également être tenu personnellement responsable en cas de manquement à nos devoirs, ou même au plan pénal dans certains cas, en cas de mauvaise gestion de la société. Ça implique parfois de devoir tenir tête à nos clients. Donc, pour illustrer un peu ce rôle d'administrateur, j'ai dressé une petite liste de quelques cas concrets où l'administrateur se doit d'intervenir dans l'intérêt de la société pour prévenir des problèmes potentiels, mais aussi pour ne pas engager sa responsabilité personnelle. Alors, ce qu'on voit le plus souvent dans notre pratique, ce sont, par exemple, les faux indépendants, des consultants ou autres prestataires de services qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut d'indépendant, c'est-à-dire qu'ils facturent leurs services sans être affiliés aux organismes sociaux. Donc, c'est une violation de la loi sur le travail. Une entreprise qui n'a pas vérifié la conformité du statut d'indépendant de son prestataire de service est 100% redevable de toutes les charges sociales de la partie employeur, y compris de la partie normalement à la charge de l'employé. Un autre problème qu'on rencontre très fréquemment, ce sont les prêts actionnaires non remboursés. C'est une particularité du droit fiscal suisse. Cela concerne l'impôt anticipé sur les dividendes. Et cela peut entraîner des taxations fiscales très douloureuses de plus de 50% du montant du prêt non remboursé. Le problème vient que l'administration fiscale considère le prêt non remboursé comme une distribution cachée de dividendes qui normalement aurait dû faire l'objet d'une retenue d'impôt à la source. On voit aussi assez souvent certaines formes d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire des clients qui confondent l'argent de la société avec leur propre porte-monnaie. On voit parfois des cas de surendettement qui n'ont pas été déclarés au juge, des mesures d'assainissement qui n'ont pas été prises en temps et en heure. Donc, en cas de faillite, le problème, c'est que les créanciers lésés peuvent se retourner contre les administrateurs. Quand on travaille à l'international, ce qui est notre cas, on rencontre aussi assez souvent des problèmes de transfer pricing entre les entités d'un même groupe. Et ça peut entraîner des redressements fiscaux. Autrement, on peut avoir des problèmes de sous-capitalisation. Et récemment, avec la crise du Covid, on a vu pas mal d'abus au niveau des prêts-Covid garantis par la Confédération. Et quelque chose de nouveau pour nous en Suisse qui concerne les administrateurs, c'est l'obligation pour les administrateurs de faire un contrôle et un suivi de la trésorerie de la société. Voilà, donc un peu dans les grandes lignes, un aperçu du travail d'un administrateur. Vous voyez que ça recoupe divers domaines. C'est une activité qui n'est pas toujours facile à exercer entre les devoirs de la fonction d'administrateur et les attentes de chaque client. Dans la réalité, il faut donc souvent trouver un juste équilibre et faire des compromis raisonnables. Bien, ben merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'entends, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est que ça force quand même le dirigeant à une très grande rigueur, quoi. Ce qui est à la fois bon, mais peut... Alors, si c'est un dirigeant français, si j'écoute bien ce que dit Jean Dulac, ce qui peut peut-être l'inquiéter, quoi, finalement. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que ça devrait pas, mais il y a un point que je voudrais relever dans ce qu'a dit Jérôme et qui n'est pas uniquement suisse, c'est que les administrateurs ont des responsabilités et sont pénalement responsables de leurs décisions. Et c'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai peu regardé dans mes mandats, mais qu'il faudrait regarder parce que la responsabilité est réelle et elle est pénale. Donc ce que ça entraîne, ça doit entraîner, c'est une certaine rigueur, comme tu dis, et une clarté dans les travaux du Conseil et la justification enfin en tout cas le backup des décisions qui sont prises ou qui sont défendues dans le Conseil. D'accord. Alors, un mot pour terminer, pour conclure. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Alors, moi, ce que j'ai entendu quand même, c'est que le conseil d'administration, il décide. Donc, le dirigeant doit, qui construit un conseil d'administration, s'il veut en tirer, en fait, tout ce qu'il doit en tirer, il faut qu'il s'attende à avoir des gens qui lui diront peut-être pas ce qu'il a envie d'entendre, mais qui au contraire le pousseront à donner un peu son meilleur, quoi. Donc, il y a un côté très dynamique dans le conseil d'administration qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, hein, et qui apparemment est beaucoup plus évident en Suisse. Et puis j'ai entendu aussi la formation. Finalement, c'est quelque chose qui demande à être préparé. Alors, les gens ont terminé sur les responsabilités. Il y a aussi une raison pour se former, hein, c'est qu'on est responsable. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très professionnel. Finalement, c'est une sorte d'outil extrêmement puissant. Comme tous les outils puissants, c'est relativement complexe. Donc, avant de se lancer, il faut peut-être bien réfléchir, bien penser. Ça ne s'organise pas comme ça. Voilà, moi, ce que j'ai entendu, donc, est-ce que j'ai raison ou pas? Et puis, la dernière question, qui était quand même ma première, c'est est-ce que c'est une solution à la solitude du dirigeant mal français? Donc, qu'est-ce que vous pensez de mes conclusions? Est-ce que je suis sur cible ou pas? Ou est-ce que vous diriez la même chose, différemment, autre chose? À vous la parole. Peut-être Jean qui... Oui, non, je suis moi, totalement d'accord. Et justement, ça peut, comme tous les outils puissants et qui peuvent être, ça peut être bien ou mal utilisé. Mais bien utilisé, c'est oui, à mon avis, un, un- une des manières de pallier à la solitude, la fameuse solitude du dirigeant. Et deux, une des manières d'améliorer la prise de décision euh, et, euh, et le fonctionnement de l'entreprise. Alors, François, qui avait... Oui, il y a une dimension, puisque quand on parle conseil d'administration, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un, quoi, dans ce conseil. Il y a un collectif. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important et à noter, c'est que c'est une instance de décision collective. Donc, c'est pas forcément. Alors, ça peut intéresser un président, ça peut le bloquer aussi, mais en même temps, ça lui permet aussi d'avoir un peu une dimension d'enrichissement qui me semble importante. La solitude de la décision, elle restera. Enfin, de toute manière, c'est bien celui qui, à la fin, décide, met en œuvre. C'est pas tellement d'ailleurs de décider, qui met en œuvre la décision qui est toujours un peu complexe. Par contre, d'avoir une instance d'intelligence diverse autour pour décider, ça me semble important. Enfin, François, pour moi, oui, hein, si le président du conseil d'administration est directeur général aussi, effectivement, dans ces deux fonctions, il va participer il va être moteur dans la prise de décision, et après, en tant que directeur général, il va l'appliquer. S'il n'est que président, il va, il a une voix supérieure aux autres administrateurs pour pouvoir finaliser les décisions. Et après, cette décision va s'imposer au directeur général. Oui, oui. Mais il en sera néanmoins celui qui sera on portera la responsabilité de l'application. Enfin, ça sera
l'élément qui sera important. Et alors, et en France, en plus particulièrement, cette fonction de président, alors on n'est pas docteur en France, hein, mais on est tous présidents, ou pas tous présidents, mais et cette fonction-là est effectivement souvent retenue, puisque même quand un directeur, des fois, avance, est plutôt reconnu, etc., on se rattachera toujours à la parole ou à la présence du président. C'est particulier, mais c'est vrai que c'est une fonction qui est un peu forte. Alors, je pense que c'est pas que dans le cadre de l'économie sociale solidaire, on le retrouve aussi beaucoup dans des entreprises, les PME notamment, et au niveau des territoires. Mais il y a bien, de toute manière, effectivement, la charnière, hein, enfin, qui est, il y a les décisions à prendre et après, il y a la mise en œuvre des décisions. Mais ce côté exécutif, alors je sais pas comment ça se passe un peu partout, mais le fait que soit le président a une fonction aussi un peu de direction, soit que le directeur a aussi une fonction politique, ça, c'est effectivement des éléments qu'on retrouve assez souvent actuellement. Bien. Ouais. Alors, oui. Le président a une fonction exécutive s'il est président directeur général. Ouais, oui. Moi, je pense qu'effectivement, l'administrateur, ça peut vraiment être une aide pour le dirigeant d'entreprise. Et moi, j'y vois aussi comme une collaboration, et même aussi pour des décisions, je ne veux pas dire forcément quotidiennes, mais quand même pas forcément que pour des grandes décisions stratégiques, mais de pouvoir échanger. Moi, ce que je vois, c'est que quand on peut échanger quand on n'est pas tout seul, on peut échanger sur un problème, une idée, etc. Ça facilite beaucoup les choses. Et je pense que dans ce sens-là, d'avoir un ou des administrateurs dans une société, et puis qu'il y a une bonne dynamique avec la direction, je pense que c'est très important. Oui, parce qu'en fait, l'erreur peut-être qu'on commet, c'est de penser qu'il y aurait les grands conseils d'administration, alors qu'en fait, il peut y avoir des échanges en dehors des conseils d'administration. Bien Ouais, sûr. absolument. D'accord. Alors justement, peut-être terminons avec Dominique, lui qui est dans un conseil d'administration qui administre. Donc, est-ce que le dirigeant se sent moins seul avec ce conseil d'administration? Quels sont les grands intérêts du conseil d'administration? Déjà, je me faisais la réflexion que dans la réponse, est-ce que c'est une réponse à la solitude du dirigeant? C'est peut-être contenu dans l'intitulé du conseil d'administration, parce que le conseil d'administration, il est là pour conseiller, me semble-t-il. Donc déjà, ce qu'il vient de dire, le fait d'être conseillé, de pouvoir échanger est précieux. Nous, clairement, c'est le dispositif qui est en place, hein. C'est un organe à la fois consultatif et je rentre dans ce que la remarque avait fait Jean tout à l'heure, c'est aussi un organe qui prend des décisions, qui prend ses propres décisions et qui aide le PDG à prendre ses décisions. Donc ouais, moi je pense que c'est un outil indispensable et j'insiste sur le fait que pour que ça joue vraiment son rôle de conseil, il faut cette maturité, cette formation, cet échange qui doit être nourri, étayé et judicieux. Donc c'est vraiment ça, pour moi, un des nœuds, c'est de faire fonctionner le collectif et d'éviter les travers du collectif. C'est-à-dire que si nous, le travers, ça serait que le président, comme on a tous des fonctions de salariés, qu'on est donc quelque part dépendant aussi du PDG, ce qu'il est PDG, hein, il y a parfois, il peut y avoir cette schizophrénie en disant je suis à la fois salarié dépendant de mon employeur et je suis totalement indépendant dans ma liberté d'esprit. Donc, il faut avoir un président aussi qui a la volonté de laisser cette liberté d'esprit. Je crois qu'aujourd'hui, nous on l'a, ouais, clairement. On est en capacité de s'exprimer très librement. Ça, c'est un élément important, me semble-t-il, liberté d'esprit. Essentiel, mais aussi le fait d'avoir dans le conseil des administrateurs indépendants, véritablement, euh, apporte ça d'une manière structurelle. Et donc, c'est pour moi un élément important en plus de tout ce que tu as dit. Et en complément, parce que pour parler de notre expérience, nous, le fait de se mettre en entreprise à mission,
on va avoir cet organe-là qui va être créé, le comité à mission, qui va être là pour challenger cette nouvelle mission, puisque l'entreprise à mission définit une raison d'être, des objectifs statutaires qui après sont déclinés en objectifs opérationnels. Et donc le comité là va challenger ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vachement intéressant de dire, tiens, j'ai quand même un regard totalement extérieur et finalement, normalement, comment dire, indépendant. Mm. Et ça, c'est un élément de gouvernance qu'on va tester et qui me paraît assez essentiel. Est-ce que c'est un comité de mission avec des gens qui sont les administrateurs indépendants, là, pour le coup? Qui sont administrateurs ou pas, mais en tout cas, Ils sont indépendants. ils sont indépendants et un des rôles qu'on assigne à ce comité de mission, c'est de venir challenger comment dire, la mission de l'entreprise et de rédiger un rapport justement de mission pour faire l'état des lieux, donc qui va être lui-même après audité par un organisme tiers indépendant. Donc ça introduit cet élément de gouvernance extérieure et complémentaire, à mon sens, pour que le dispositif prenne de plus en plus voilà, de solidité dans la réflexion et la stratégie. Bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce débat, hein. Et puis, voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu de l'efficacité, de l'importance du conseil d'administration, mais aussi de l'importance de bien y réfléchir, de bien préparer. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Potentiel d'efficacité. Tout à fait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Allez, Merci. au revoir. À Merci. bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Et enchanté.